Donc, en effet, je suis une chercheuse transdisciplinaire au CNRS. Et si je faisais au départ des mathématiques comme formation, j'ai peu à peu glissé vers des questions un peu plus pratiques. Et je vais essayer de vous montrer un tour d'horizon des différents endroits où on peut observer des mathématiques sur toutes les questions électorales, y compris des endroits que je ne maîtrise pas toujours. Donc, on va s'aventurer en chemin miné. Donc, où est-ce qu'on peut voir des mathématiques de manière simple? D'abord, sur les questions du mode de scrutin. Ça, on va passer un moment sur tout ça. Quelles mathématiques? Déjà de l'économie, mais aussi, surtout, de la théorie du choix social. Donc, je vais essayer de vous donner une approche très rapide de ça. Ensuite, une fois qu'on choisit comment est-ce qu'on va élire la personne, quel mode de scrutin, il y a la question de réaliser l'élection. Par exemple, juste en mettant un bout de papier dans une urne. Et ça, c'est des protocoles de vote. Et ça implique de la cryptographie pour les protocoles modernes, mais aussi des probabilités, de l'algorithmique et beaucoup de choses. Que ce soit d'ailleurs pour du vote en papier, du vote électronique ou du vote par Internet. Mais enfin, et c'est là historiquement une des sources les plus importantes, il y a l'organisation et l'analyse des scrutins. Et notamment, je montrerai comment est-ce qu'on a pu détecter les fraudes dans l'élection russe de 2011. Et je vais essayer de faire un truc pas évident, c'est que donc, ça, c'est filmé normalement et diffusé, et je donne une autre conférence là-dessus dans 3 heures, et j'ai essayé de rendre les deux complémentaires. Donc avec le même plan et des exemples différents à chaque fois. Ça va être difficile. Alors, commençons par le mode de scrutin. Et la question du choix social. Qu'est-ce qu'on veut faire quand on a une élection? Quel est le but? D'ailleurs, une élection, un vote, ça peut être pour un individu, par exemple quand on veut élire un président, ça peut être pour un groupe d'individus, pour les conseillers municipaux, ou ça peut être juste un référendum sur un choix oui-non. Mais ça peut être encore plus complexe. Et si on veut modéliser ça de manière abstraite, qu'est-ce que c'est qu'un scrutin? Qu'est-ce que c'est qu'un choix social? C'est une décision d'un choix fait par une communauté, par exemple l'ensemble des citoyens, pour prendre une décision qui affecte cette communauté. Et dans ce cas-là, on va prendre les préférences de toutes les personnes dans cette communauté, on va les rassembler, les compiler et utiliser un algorithme pour trouver une solution optimale. Alors, par exemple, je crois qu'on va manger tout à l'heure, s'il y en a qui n'ont pas déjà mangé, et je pourrais dire, on a le choix entre de la bouillabaisse, des sandwichs et du KFC. Alors, indice, ça ne sera pas du KFC, et indice, ça ne sera pas non plus de la bouillabaisse. Donc, on a 3 possibilités, et chaque personne ici pourrait exprimer une préférence vis-à-vis des 3. Donc, si on est dans le système français, qu'est-ce qui se passe? Si on est dans un système présidentiel, on essaie de trouver le choix à partir de la majorité absolue. Voilà. Et chaque personne exprime quoi comme préférence? La sienne. Un choix. Sa préférence. Et sa préférence en sens U, une option. Si on voulait un truc un peu plus complet, on pourrait dire, oui, mais en fait, chacun pourrait exprimer plusieurs choix. Donc, je veux d'abord ça, et si ça, c'est pas disponible, ça, et si ça, c'est pas disponible, le 3e. Mais on pourrait aussi dire, en fait, je veux noter chacun des choix. C'est une autre option, et je vais noter les sandwichs 10 et les 2 autres 0. Et c'est aussi une option. Et c'est des modèles mathématiques différents, mais surtout, ça veut dire que les algorithmes, après, qui vont décider, vont être forcément différents, et qu'on va avoir des théorèmes différents dessus. Et donc, le problème, c'est quel algorithme on peut choisir pour faire ce décompte? Quelle méthode? Et c'est là qu'on a un premier problème. Donc ça, c'est assez connu. C'est ce qu'on appelle le paradoxe de Condorcet. Alors, son vrai nom, c'est Marie-Jean-Antoine Nicolas de Carita, marquis de Condorcet. C'est plus simple de dire Condorcet. Et il est arrivé, il y a plus de 200 ans, à un problème suivant, qui est ce qu'on appelle son paradoxe, qui est qu'il y a des situations où aucune option ne semble bonne. Parce que supposons qu'il y ait 40% de vous qui préfèrent le premier ordre, sandwich, bouillabaisse, KFC, 35% qui préfèrent un deuxième ordre et 25% un troisième ordre,
eh ben, peu importe le choix qui est fait, on a entre 60 et 75% de la population qui dit oui, mais il y a quelque chose qui est mieux. Et on est tous d'accord, enfin presque tous d'accord, que ce choix-là est mieux. Et on peut faire d'ailleurs monter cette proportion assez haut. Et on a donc un vrai problème qui est que peu importe le choix, si on reste dans une optique à la française de si tout le monde préfère autre chose, on devrait faire autre chose, ou plutôt si presque tout le monde préfère autre chose, on devrait prendre ça, on n'a pas de solution. Donc ça, c'est un paradoxe. Et ça embêtait un peu les gens, donc les gens essayaient de trouver des solutions. Par exemple, il y a un de ses contemporains qui s'appelle Borda, qui a proposé des méthodes qui permettaient potentiellement d'éviter certains des cas où il y avait ça. Donc, on visait à éviter ça, mais hélas, on a une incompatibilité fondamentale. Et alors, Condorcet n'était pas qu'un mathématicien, il était beaucoup de choses, mais le suivant, il ne l'était pas du tout. Il s'appelle Kenneth Arrow, et dans sa thèse de doctorat, je crois publiée en 1954, il a énoncé un théorème qui est à la base de toute la théorie moderne du choix social, et il a exprimé ce qui suit. C'est que quel que soit le système de vote, avec quelques critères de base, on a un problème. Et les critères de base, c'est quoi? C'est que le vote soit déterministe. On ne veut pas juste tirer une pièce pour qui est élu, ça semble pas une très bonne idée. Et on veut qu'il y ait une liste de préférences. Donc on veut qu'on classe les personnes à la place de les noter. Et dans ce cas-là, il a dit il y a 3 propriétés de base, on ne peut jamais les avoir en même temps. La première, c'est la non-dictature. C'est qu'il n'y a pas une personne qui va décider pour tout le monde. S'il y a une personne qui décide pour tout le monde, en fait, c'est facile, mais on est dans un cas paradoxal pas très intéressant. Par exemple, pour les sandwichs, je pense que c'est Pascal qui a décidé pour tout le monde. Donc on peut voter autant qu'on veut, peu importe nos choix, la décision, ça sera sandwich parce qu'il a choisi sandwich. Ça, c'est la non-dictature. Ça paraît raisonnable. La deuxième, c'est l'unanimité. L'unanimité, c'est que si tout le monde est d'accord pour que A soit supérieur à B, bah A est supérieur à B. On ne va pas classer A derrière B si tout le monde est d'accord pour que A est mieux que B. Ça paraît assez simple. S'il y a une personne qui n'est pas d'accord, pourquoi pas? Mais si tout le monde est d'accord, quand même, on se met d'accord sur A. Et la dernière, et c'est ça qui fait mal, c'est l'indépendance des options non pertinentes. C'est que si je décide de rajouter l'option « manger ce qui est dans la poubelle », ça ne devrait pas changer le classement des autres. Si on rajoute une option non pertinente, le classement réciproque des autres ne va pas changer. Si on rajoute un candidat, il va être classé quelque part dans la liste, mais il ne va pas changer l'ordre des autres. Et ça, on ne peut pas le garantir. Et vu qu'on veut, a priori, des systèmes qui ont des bonnes propriétés, généralement, on choisit les 2 premiers. Et donc, on se retrouve avec un système où avoir un candidat de plus peut complètement transformer la donne. Et ce, même si les gens ne votent pas pour lui. C'est ça qui est bizarre. Et ça, c'est un théorème. C'est peu importe l'algorithme qu'on choisit, tant que c'est déterministe et qu'il y a une liste de préférences, on a ça. Donc bon, déjà, ça met un peu une épine dans le pied des gens qui aimeraient faire des meilleurs systèmes de vote, mais ça va plus loin. Alors, Gibard, c'est un philosophe, et il arrive peu de temps après, dans les années 70, et il dit, même on a pire. Si on a des choix déterministes, oula, il y a une faute de frappe, c'est pas grave. Si on n'a toujours pas de hasard dans nos élections, et qu'on ne veut pas de dictature, supposons qu'on ait au moins 3 vainqueurs possibles. C'est au moins 3 vainqueurs, c'est pas seulement 2 vainqueurs. Donc que on peut pas, il y a pas, même s'il y a, mettons qu'on ait 12 personnes candidates à l'élection, mais qu'en fait le système soit fait pour qu'il n'y en ait qu'une de 2 données qui puisse être élue. S'il y a au moins 3 personnes, 3 candidats, pour lesquels, si les gens votent d'une bonne manière, ces personnes-là sont élues. Alors, il y aura du vote stratégique. Et le vote stratégique, pas confondre ici vote tactique, ça va être ça. Ça va être que la personne en qui j'ai intérêt à voter va dépendre, pour faire élire la personne que je veux, mon choix de pour qui voter va dépendre du choix des autres voteurs. Et ça, c'est un peu embêtant, parce que ça veut dire que je dois réfléchir à comment les autres vont voter
pour moi essayer d'influencer la sélection de ma manière. Et ça, c'est pas évident que ça soit une bonne chose. Mais c'est inévitable. Et même, c'est encore pire si on rajoute un travail fait avec Satterthwaite, qui est un économiste, qui va un peu plus loin, et qui dit que si, en plus, on a des listes de préférences, alors non seulement on va avoir ce vote stratégique, mais on va avoir du vote tactique. C'est-à-dire que si j'ai envie de faire élire les sandwichs, je peux avoir intérêt à classer la bouillabaisse avant. Et je peux avoir intérêt à voter explicitement, pas juste un truc qui est neutre par rapport à mes préférences, mais quelque chose qui va contre mes préférences, pour garantir que mes préférences soient respectées. Et ça, c'est du vote tactique, et c'est embêtant. Et ils ont encore étendu leurs travaux après, pour notamment gérer les cas où on a du hasard, et ainsi de suite. Et c'est un domaine foisonnant. Bon, alors déjà, ça, c'est les premières mauvaises nouvelles. En gros, le résumé de tout ça, c'est qu'il n'y a pas de bon système de vote. Il n'y en a pas. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de mauvais système de vote. Il y en a. Mais tous les systèmes de vote d'une certaine qualité sont problématiques de différentes manières. Il y en a qui ont tous les problèmes en même temps. Je ne dis pas que le nôtre actuel est le meilleur. Il y en a qui sont strictement meilleurs sur certains critères. Mais bon, il n'y en a pas de bon. C'est ça le problème. Ensuite, il faut réfléchir à qu'est-ce qu'on fait pour implémenter le vote. Qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a choisi notre système imparfait? Comment est-ce qu'on fait pour que les gens fassent leurs décisions et expriment leurs préférences? Et ça, c'est le domaine des protocoles de vote, qui est beaucoup étudié, notamment en informatique, parce que avec Internet, on a pu faire des choses un peu intéressantes. Mais il y a deux propriétés centrales. L'anonymat. Qu'est-ce que c'est que l'anonymat? Quelqu'un? On ne sait pas pour qui quelqu'un a donné. D'ailleurs, on peut même mettre un critère un peu plus fort, qui est que non seulement moi, je ne peux pas trouver comment vous avez voté, mais même si vous vouliez prouver comment vous avez voté, vous ne pourriez pas y arriver. Et ça, en France, c'est à peu près garanti, mais il y a des pays où on peut se filmer dans l'isoloir. On peut se filmer pendant qu'on met le bulletin dans l'enveloppe et après qu'on le met dans l'urne. Et là, c'est un peu embêtant, parce que ça veut dire qu'on permet une attaque contre l'anonymat. Et le problème, c'est que si je veux vendre mes votes, déjà je peux faire ça, mais en plus quelqu'un pourrait me dire si je ne te vois pas filmer ton bulletin pour le candidat que je choisis, je vais t'attaquer après. Donc c'est quoi l'exemple représentatif du vote anonyme? N'importe qui. Le vote qu'on a en France, le vote où on met un bulletin dans une urne, que ce soit un truc qu'on écrit ou juste un bulletin préimprimé qu'on met dans une enveloppe, dans une urne, si on est dans l'isoloir tranquillement, c'est à peu près impossible de briser l'anonymat. A priori, si on met si on est autour d'une table, qu'on écrit quelque chose sur un bout de papier, qu'on le met dans un chapeau, qu'on mélange le chapeau et qu'ensuite on retourne et qu'on voit les bulletins, on a les mêmes propriétés tant qu'on ne peut pas reconnaître l'écriture des gens. Donc l'exemple représentatif, c'est le vote par bulletin secret. Et donc ça, on l'a dans beaucoup de pays, presque tous. Maintenant, il y a l'intégrité. Ça, c'est un peu plus embêtant. Parce que c'est quoi l'intégrité? C'est garantir que la décision prise au final, ou plutôt la liste des préférences au final, correspond bien à l'expression des préférences des gens. Et est-ce que quelqu'un, ici, a une idée de comment garantir ça? En y oubliant l'anonymat pour l'instant. Parfait. Vote à main levée. En levant la main. D'ailleurs, si on voulait, je ne vais pas faire la démonstration parce que c'est embêtant, on pourrait même faire du vote à la romaine, qui est toutes les personnes qui sont pour vont à gauche de la salle, toutes les personnes qui sont contre vont à droite de la salle, et de chaque côté, on peut compter les autres, se compter nous-mêmes, comme pour un vote à main levée, et c'est assez pratique parce que tout le monde sait quel est le décompte. Tout le monde peut le vérifier. On n'a pas besoin de faire confiance à une autorité centrale, on n'a pas besoin de faire confiance à des scrutateurs qui vérifient que tout se passe bien. On peut juste en être sûr nous-mêmes. Le problème, c'est est-ce qu'on peut avoir les deux en même temps? Parce que le vote à main levée, ça
c'est pas exactement anonyme. Et le vote à bulletin secret, si quelqu'un vole l'urne, c'est un peu embêtant. Si l'urne disparaît à un moment, c'est un peu embêtant. Alors là, je rigole, mais mon ancien directeur de thèse s'est déjà retrouvé dans des bureaux de vote où on avait laissé des urnes seules, sans supervision, une fois sur un parking, en attendant qu'elles soient déplacées vers un entrepôt centralisé où elles allaient être comptées. C'est aux États-Unis, hein, donc, mais voilà, on a des urnes transparentes pour une raison, on a des scrutateurs qui sont censés être là et les observer en permanence pour une raison. En l'occurrence, le système de vote français papier coûte un peu cher, mais il est très sécurisé là-dessus. Il y a déjà eu des fraudes, mais jamais à grande échelle, à notre connaissance. Et ça se voit quand c'est à grande échelle. Mais donc, pendant longtemps, on avait ces deux propriétés qui étaient en gros en opposition. On n'arrivait pas à les combiner. Ça fait en gros un peu plus de 2 décennies que les gens ont vraiment commencé à travailler, à dire peut-être qu'on peut faire quelque chose. Et notamment, peut-être qu'on peut faire quelque chose à coup de cryptographie. Donc, ça, il y avait de la cryptographie, mais c'était lourd. Et j'en parlerai peut-être cet après-midi, a priori, qu'il y a une cryptographie lourde pour faire ça. Mais il y a 20 ans, à peu près, un peu moins, j'ai un collègue assez brillant. Il est aussi responsable pour les algorithmes qui sont dans vos cartes bleues, pour les gens qui en ont ici. C'est Ron Rivest, donc, de l'algorithme RSA. Et il a inventé le premier système de vote qui garantit les deux et qui n'a pas de crypto. Et il utilise à la place des probas. Ça, c'est fun. Alors, ça s'appelle 3 bulletins et je vais vous montrer vite fait comment ça marche. On commence avec 3 bulletins par personne. On vote 3 fois. Déjà, c'est un peu beaucoup. Mais les bulletins, à la place d'être juste avec un nom comme on les a ici, ils ont un numéro de code unique, ou alors un code barre, ou alors ils ont un identifiant, quelque chose qui les rend différents des autres. Et la règle, c'est qu'on ne va pas juste voter 3 fois pour la bouillabaisse, on va être obligé de voter une fois pour chaque candidat et une fois pour le candidat de notre choix en plus. Donc 3 bulletins, c'est quand il y a 2 options. Pour nos choix bouillabaisse, KFC, sandwich, on aurait 4 bulletins. Un pour chaque, plus un pour notre choix réel. Et on va mettre chacun de ces bulletins dans l'urne, et après, on va faire le décompte. Et le décompte, mathématiquement, c'est simple, tout le monde a voté pour tous les candidats. Donc on peut enlever le nombre d'électeurs du total de chaque candidat. Et on se retrouve avec quoi? On se retrouve avec exactement le nombre de personnes qui ont choisi de voter 2 fois pour le candidat donné. Et donc le candidat numéro I reçoit n plus xi votes. Et on peut recalculer le décompte normal et on arrive au point de départ. Ça, c'est simple. Mais après, on ne va pas juste calculer ça, on va aussi, par exemple, scanner tous les bulletins et les mettre en ligne, ou alors juste les afficher tous sur les panneaux devant la mairie. Et là, on va utiliser le code qui était au départ. Parce que quand je vote, avec mes 3 bulletins ou mes 4 bulletins, je vais prendre une photocopie d'un des bulletins au hasard. Et on a 2 propriétés marrantes. La première, c'est que ma photocopie, elle ne permet pas de prouver pour qui j'ai voté. Parce que j'ai pris un des bulletins au hasard et j'avais des bulletins pour tous les candidats. Donc, je ne peux rien prouver à partir de ce que j'ai. Mais par contre, si je me pointe après que j'ai mon bulletin et que je vois qu'il n'est pas affiché, je peux dire, attendez, j'ai un reçu, j'ai une preuve que j'ai voté comme ça et que mon vote a été ignoré. Ou alors qu'il a été modifié, ou alors quelque chose. Et donc, là, j'ai une preuve de fraude. Et d'ailleurs, à partir du nombre de personnes qui font ça et qui disent « Attendez, j'ai un problème », on ne peut pas juste voir qu'il y a de la fraude, mais estimer la proportion de fraude. Et si quelqu'un voulait changer les bulletins, modifier le résultat de l'élection, cette personne, elle aurait un problème, c'est qu'elle ne sait pas qui a les reçus. Le fait de faire une photocopie du bulletin, si je garde mon reçu personnel et que les gens ne savent pas lequel j'ai pris, c'est catastrophique. Ils ne peuvent pas savoir pour lesquels il y a des preuves qui circulent. Et donc, c'est probabiliste. C'est-à-dire que si quelqu'un fraude avec un bulletin, il y a une chance sur 3 que cette personne se fasse avoir. Enfin, que ça se soit repéré. Mais si on fraude avec 2 bulletins,
bah, il y a 2 chances sur 3 de ne pas repérer le premier, fois 2 chances sur 3 de ne pas repérer le deuxième. Si on fraude avec 10 bulletins, bah, on a 2 chances sur 3 puissance 10 de ne pas se faire repérer. Et ça décroît exponentiellement. Et on a, donc en gros, à partir d'un certain moment, on est sûr de se faire avoir. On est sûr que des gens vont détecter les fraudes. Et ça va très vite. Et donc c'est probabilistiquement vérifiable et anonyme. Bon, honnêtement, ce système, il est très élégant, je trouve. Il est aussi catastrophique, parce que c'est inutilisable en pratique. Les gens se galèrent avec 3 bulletins, ils font n'importe quoi. Et surtout, comment est-ce qu'on garantit que les gens votent bien une fois pour chaque candidat? Donc ça, nous, on a bossé pas mal dessus avec des collègues, sur comment est-ce qu'on fait des protocoles pour faire ça. C'est une horreur. Déjà, les gens, ils ont du mal à voter avec un bulletin, souvent. Alors avec 3, c'est une catastrophe. Et ça, bah ça c'est une alternative qu'on avait pensée, qui n'est pas pour un vote présidentiel, mais juste c'est un petit truc joli. Et je vais devoir passer assez rapidement dessus, mais c'est un bulletin visuel, ce qu'on appelait. Et rapidement, vous l'utilisez, c'est comme un paquet de cartes. Et vous le pliez dans le sens que vous voulez. Vote 1, vote 2. Ça, c'est une invention qu'on a avec un collègue. Et le principe, c'est que ce qui est derrière cette image, elle est créée aléatoirement. Et votre cerveau, en fait, est capable, sur plein d'images comme ça, si on vous en montre une pendant un moment, vous êtes capable de la retrouver au milieu de plein d'autres. Mais vous n'êtes pas capable de la décrire d'une manière unique. Et ça, on a fait une expérience récemment. C'était quelque chose qu'on a présenté ça dans une conférence il y a une semaine, qui est que ce truc-là, si vous votez avec, vous le mettez au milieu de la table, si votre bulletin disparaît, vous le savez. Mais si vous essayez d'expliquer à quelqu'un quel est votre bulletin, vous n'y arriverez pas. Le problème, c'est que ce n'est pas généralisable quand on a 1000 bulletins. C'est faisable autour d'une table avec 10 ou 20 personnes, pas plus. Mais il y a des pistes, et ça, c'est basé au départ sur des travaux de neurosciences, sur le fonctionnement du cortex visuel. Donc c'est aussi un exemple de truc où pourquoi faire de la recherche entre les domaines peut avoir des conséquences marrantes. Maintenant, on va passer à un côté un peu plus empirique, qui est l'analyse des fraudes. Enfin, l'analyse du scrutin et les fraudes. Et donc, comment est-ce qu'on bourre une urne? Parce que ça reste quand même une des manières favorites de casser une élection, c'est de rajouter plein de bulletins pour le candidat de son choix. Donc les options, c'est quoi? Si on ajoute des bulletins, ça c'est simple. Moi, je propose de rajouter 200 bulletins pour la bouillabaisse. Ça risque de se voir parce qu'on n'est pas 200 ici. Hein. Sinon, je supprime tous les bulletins pour les sandwichs, y compris le sien. Mais ça risque aussi de se voir, parce que bizarrement, le taux d'abstention va monter. Et enfin, je peux modifier des bulletins. Mais en fait, je me suis posé cette question très récemment, c'est à quel point est-ce que c'est immédiatement visible? On a fait une simulation hier, en fait, avec un collègue. On a juste pris l'ordi, fait 15 lignes de code, et on a dit qu'est-ce qui se passe si on simule une élection et qu'on simule un peu de fraude simple. Premier essai, donc je vous explique. On avait 1000 bureaux de vote. Et dans chaque bureau de vote, il y avait 1000 électeurs inscrits. Ça, c'est vraiment du truc qu'on a lancé hier. Hein. 1000 électeurs inscrits dans 1000 bureaux de vote, ça fait 1 million de personnes au total. Chaque personne a une certaine chance de s'abstenir, et sinon de voter pour un parti ou un autre. On a fait juste 2 partis, c'est simple. Et là, on a dit, les gens qui essaient de corrompre l'élection, ils ne sont pas très forts. Ils n'ont pas des agents dans tous les bureaux de vote. Il y a juste une partie des bureaux de vote, à peu près 30%, où ils vont réussir à faire de la fraude. Et à chaque fois, ils vont essayer de rajouter 100 bulletins. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que ce n'est pas très visible, en fait. Si on rajoute 100 bulletins et qu'on regarde la proportion des voix pour le parti gagnant, ça passe. C'est pas visible immédiatement. Est-ce que quelqu'un a une idée de comment est-ce qu'on pourrait détecter ce type de fraude? Sur l'abstention. Ça, c'est la courbe d'abstention. En bleu, c'est la base. Et en orange, on a un pic où il y a autant de personnes qui votent que d'inscrits. On a donc une courbe qui n'est plus la même. Donc, normalement, ça, c'est des courbes, c'est des gaussiennes. Ça rapproche des gaussiennes.
On tire une variable aléatoire plein de fois, et si on prend un dé et qu'on le lance plein de fois, ou une pièce biaisée, on va avoir une certaine répartition du nombre de personnes qui votent pour quelqu'un. Mais là, si on en rajoute plein à un moment, la courbe, elle se détache, et on a deux courbes. Donc on se dit, OK, on ne va pas juste ajouter des bulletins, ça ne marche pas. Supprimer, ça serait pareil. Hein. Mais qu'est-ce qui se passe si on en modifie? Si on en modifie, l'abstention, elle reste pareille. Hein. Il y a une question? Bon, alors, on va en modifier, et on va en modifier en disant, bon, on en met 100 à chaque fois, c'est suffisant pour gagner 10 points sur l'élection, c'est bien. Mais ça ne marche pas très bien. On se retrouve à nouveau avec en fait, un système bimodal où on a deux courbes. Et là, tout de suite, ça se voit. Ça, c'est si on met juste 100 votes à chaque fois d'un groupe vers l'autre. OK, alors, on va peut-être ruser un petit peu. On va peut-être prendre une proportion des votes de l'un, les bouger vers l'autre pour que ça soit plus continu, un peu moins visible. Ouais, non, ça ne marche pas non plus. En fait, c'est pas du tout évident de frauder. Quand on a accès à 30% des bureaux de vote, c'est une galère. Et donc, on pourrait se dire, mais dans ce cas-là, qui va oser frauder? Qui fait ça quand c'est visible? C'est visible immédiatement. Qui est suffisamment intelligent? La Russie. C'est les élections de 2011, législatives. Et donc, ça, c'est des bureaux de vote où il y avait des observateurs. Et c'est la proportion de voix pour le parti Russie Unie. Et c'est une distribution qui a complètement du sens. C'est en gros une courbe pas exactement normale, mais proche. C'est la proportion des voix pour ce parti. Quand il y a des observateurs externes qui vérifient que tout se passe bien. Ça, c'est quand il y a des observateurs externes qui se font virer pendant l'élection, avant la fin du décompte. Et ça, c'est quand il n'y en a pas. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'ils ont rajouté en gros 30% des voix dans pas mal d'endroits. Et c'était un travail pas évident de collègues qui ont dû envoyer beaucoup d'observateurs dans des bureaux. Alors ça, c'est juste sur Moscou, en 2011, parce que le faire à l'échelle de la Russie, c'est trop difficile. Et déjà, sur Moscou, c'est pas évident, parce qu'on a dû trouver des gens qui étaient prêts à aller observer les élections, et avoir des problèmes potentiellement. C'était des Russes. Hein, il y a 180 bureaux de vote qui avaient été choisis au hasard sur les 3370 et quelques, je crois, de Moscou. Et il fallait donc envoyer les gens dans ces bureaux de vote. Mais vu qu'on savait qu'ils allaient faire virer, il fallait en envoyer plusieurs. Et il fallait donc trouver à peu près 600-700 personnes, je crois, qui étaient prêts à avoir des problèmes. Mais qui osaient aller voir ça, observer ça, et détecter s'il y avait de la fraude et quel type de fraude. C'est-à-dire 600 ou 700 personnes prêtes à se faire embarquer par la police. Oui. Voilà. Oui, non, c'est énorme. C'est énorme. Mais le truc, c'est que donc, on aimerait bien avoir des méthodes qui permettent de détecter les fraudes de manière un peu moins impliquée. Par exemple, si on peut poser des questions aux gens à la place de juste envoyer des personnes qui sont prêtes à faire une garde à vue. Et il y a une méthode, une jolie petite méthode, parce que le problème, c'est que si je dis aux gens hey, vous avez été dans un bureau de vote, est-ce que vous avez vu de la fraude? Personne ne va me répondre oui. Qui va oser répondre oui quand, si ça se trouve, je suis un agent de l'État? Je veux dire, on ne peut pas être sûr que je ne suis pas juste en train de vérifier qui est prêt à dénoncer l'État. Enfin, l'État ou un certain parti au pouvoir. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour faire ça? On fait un questionnaire pour faire des sondages sensibles. Ça, c'est une méthode... alors, je la connais que sous le nom item count, donc décompte d'objets, où on dit, à la place de dire « est-ce que vous avez vu une fraude ?», je balance un questionnaire dans toute la région, qui est « combien de choses ici vous avez vu ?» Une affiche pour mon candidat, une affiche pour tel autre candidat, un spot publicitaire contre l'abstention, et j'en mets une dizaine, comme ça. Et sur la moitié, à peu près,
des sondages, je rajoute la question en rouge, du bourrage d'urne. Et le truc, c'est que s'il y a un certain nombre de personnes qui ont vu le dernier, ils vont juste rajouter un truc. Et tant qu'ils ne disent pas « j'ai tout vu », on ne sait pas s'ils ont vu du bourrage d'urne ou juste un spot publicitaire de plus. Mais statistiquement, on va avoir une différence entre la population qui répond sans la question de bourrage d'urne et la population qui répond avec le bourrage d'urne. Et ça permet, si on a suffisamment de personnes, d'avoir une estimation assez précise de combien de personnes ont vu de la fraude, parmi au moins ceux qui seraient prêts à l'admettre dans un cas où ils sont anonymisés. Et sur ce, je vous laisse la place aux questions. Donc vous avez dit qu'il n'y avait pas de bon système de vote et qu'ils avaient tous leurs propres problématiques. Et vous avez dit aussi qu'il y en avait des strictement meilleurs. Lesquels? Pourquoi on ne puisse les appliquer en fait? Parce que il y en a des strictement meilleurs sur certains plans que d'autres. Typiquement, tous les systèmes de vote dictatoriaux, ils ne sont pas bien. On a le problème dès qu'on fait ça, c'est qu'on peut avoir une analyse algorithmique, on peut avoir une analyse en théorie des jeux de qui va faire quoi, mais qu'il y a tout un aspect social très complexe qui se rajoute. Par exemple, si à la place, on pourrait avoir un scrutin simple où on choisit en un tour une personne, et la personne qui a le plus de voix à la fin du premier tour gagne. Ce système, il est généralement considéré comme inférieur à un système où les gens donnent la liste de préférences totale et on élimine à chaque étape la personne qui a le moins de votes. En fait, c'est ce qu'on appelle alors en anglais, je sais que c'est le vote transférable. Je ne sais plus quel est le nom établi en français. Et donc, où nos préférences se reportent au fur et à mesure et où ça va faire apparaître, au final, on va limiter un peu certains types de votes stratégiques où je vais dire je vais voter pour un tel parce qu'il a plus de chances d'être élu qu'un tel. Ça, on l'élimine parce que je vote pour les deux. Et si ma vraie préférence se fait éliminer avant, eh ben, ça ira vers ma deuxième préférence. Donc on n'a plus besoin de faire ces sacrifices, mais en même temps, il y a des équilibres sociaux qui se construisent autour des systèmes, et dès qu'il y a un humain qui rentre, ça devient très compliqué d'analyser quel est l'effet néfaste ou positif. Un système mauvais qui a créé toute une culture politique autour pour gérer cet effet mauvais peut être mieux que dès qu'on change le système mais qu'on n'a plus la culture politique pour gérer derrière. Est-ce qu'il y a une autre question? Parce que vous savez que le programme est très contraint. Une dernière question. Dans ce cas-là, pourquoi on ne prend pas tous les effets positifs de chaque manière de voter et on ne les assemble pas pour faire un vote meilleur? Parce qu'on ne sait pas faire. Parce qu'il n'y a aucun système qui met en même temps tous les points positifs. Alors, il y en a un qui s'appelle le jugement majoritaire, où il y a eu pas mal de pubs ces dernières années parce qu'il était utilisé pour la primaire populaire, il est utilisé pour certains votes, et il a beaucoup de points positifs, pour le coup. Mais il n'est pas non plus parfait. Et c'est probablement un des meilleurs qui existent. Après, il a aussi quelques faiblesses, mais on est obligé d'accepter les faiblesses. Et surtout, il y a cette question de qu'est-ce qui se passe quand on met des humains dans un système. Et c'est ça, toujours le problème. Par exemple, il y a des pays, notamment l'Australie, où il est obligatoire de voter. On doit voter, sinon on a une amende, voilà, sauf si on a une excuse, une bonne excuse. Et ça fait qu'il y a toujours des taux de participation extrêmement élevés, pas d'abstention presque, et ça va changer complètement la nature politique, pas juste du scrutin, mais des campagnes, de qu'est-ce qui est audible, comment est-ce qu'on gère. Et parce que globalement, je vous parlais tout à l'heure de bourrage d'urne. Mais aujourd'hui, si vous voulez frauder
dans une élection, vous n'allez pas ajouter des bulletins dans une urne. Vous n'allez pas juste payer des gens pour voter d'une certaine manière. En France, en Europe de l'Ouest, c'est entre 30 et 60 euros si on veut acheter le vote de quelqu'un. C'est pas cher. Mais en fait, ça vaut quand même pas le coup, généralement. Et le truc magique, c'est que faire une attaque contre un bureau de vote, ça coûte beaucoup plus cher que juste acheter tous les gens dedans. Et donc, c'est pour ça qu'on n'a pas non plus tellement d'attaques. C'est que ça coûte trop cher de faire une attaque, plus que juste de payer les gens pour voter. Et donc, comment est-ce qu'on veut faire si aujourd'hui on veut faire de la fraude dans beaucoup d'endroits? On trouve des endroits où il y a de l'abstention, mais où la population est globalement en faveur d'un parti, et on leur paye de l'argent pour qu'ils aillent voter. Pas voter pour nous, voter tout court. On envoie des bus pour que ce soit plus facile de voter, on fait ça. Ça s'appelle non pas de l'achat de vote, mais de l'achat de participation vote électorale, et c'est légal dans beaucoup d'endroits. Mais si on sait, on ne paye pas les gens pour voter d'une manière, on paye les gens pour voter tout court. C'est normal. Mais si on sait que dans telle communauté, ils vont voter à fond pour une personne, il suffit de la cibler. Et ça, c'est beaucoup moins cher. On va peut-être en rester là parce que c'est très intéressant. Merci beaucoup, mais le programme est long et compliqué. Merci.